Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises. Bonjour à toutes et à tous. C'est une rentrée exceptionnelle de Smart Impact que je vous propose cette saison depuis le cadre mythique, légendaire de Roland-Garros à l'occasion de la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. Dans cette émission, vous allez le voir, beaucoup parler de logement, de bâtiments, d'immobilier avec dans quelques secondes le président de mondevicopro.fr avec le cofondateur de GoFlint dans notre zoom sur les enjeux de rénovation énergétique. Et puis cette saison, dans tous nos Smart Impact, je vous proposerai un grand entretien, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans l'économie française. Et je recevrai tout à l'heure Franck Canata, qui est président du groupe de logistique Transcan et également dirigeant de l'Union pour les entreprises des Alpes-Maritimes. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour ce premier Smart Impact de la saison depuis Roland-Garros et la REF 2025. L'invité de Smart Impact, c'est Aimé de la Villejégu. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes Merci de me le recevoir. président de mondevicopro.fr. Vous étiez venu dans l'émission il y a, je crois, 2 ans, C'est ça, 2 ans et exactement. demi. Vous nous disiez ça juste avant qu'on démarre. Alors, on n'était pas dans le cadre de Roland-Garros et de cette REF 2025. Peut-être un mot de présentation de Mondevicopro. C'est quoi votre métier et puis surtout le service, la valeur ajoutée que vous proposez à vos clients? Nous, mondevicopro.fr, quand on est passé il y a 2 ans, on s'appelait AMOA. Notre métier, c'était d'accompagner les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Donc, on accompagnait les copropriétés dans le déblocage des subventions, des prêts, leur ingénierie financière. Et au cours de ce travail, on a accompagné plus de 150 copropriétés. Donc, c'est de l'assistant maître d'ouvrage, c'est ça? C'est ça, exactement. On a compris que les syndics de copropriété, les gestionnaires de copropriété, qui sont ceux qui gèrent les immeubles et qui ont désormais la problématique de la rénovation énergétique qui s'ajoute, ils ont aussi besoin d'aide et ils ont besoin en fait d'être correctement accompagnés. Parce qu'un projet aujourd'hui qui avance sur le plan de la rénovation, notamment des copropriétés, c'est un projet qui est bien accompagné. Donc on a lancé mondevicopro.fr, qui est une plateforme, une marketplace qui va les aider, adaptée à l'Assemblée Générale et à la décision par les copropriétaires, à solliciter des entreprises de confiance capables de les accompagner dans la rénovation énergétique. Donc Est-ce que ça facilite d'une certaine façon une mise en concurrence des différents acteurs ou des différents partenaires d'un projet? La différence de beaucoup de plateformes qui font déjà de la mise en relation, c'est de comprendre comment la copropriété fonctionne. La copropriété, aujourd'hui, la décision, elle se prend donc en assemblée générale. Cette AG, elle doit faire une mise en concurrence pour les prestations qui sont importantes. Donc le syndic doit trouver 3 à 4 devis pour chaque prestation, les présenter aux copropriétaires. Des copropriétaires qui parfois arrivent en assemblée générale. Donc l'assemblée générale, c'est 1 fois par an en général. Donc on prend les décisions 1 fois par an pour toute l'année, et des copropriétaires qui arrivent parfois un peu dépourvus, sans vraiment d'informations. Donc toute la question est de savoir comment on aide le syndic pour cette mise en concurrence et comment on aide les copropriétaires avec la pédagogie pour qu'ils comprennent ce pourquoi ils vont voter et quel est le prix qui est derrière ce qu'on leur propose en assemblée générale. Avec évidemment des enjeux, et là on est au cœur des thématiques de Smart Impact, des enjeux de rénovation énergétique. Ce qui s'est passé l'année dernière, en général dans les copropriétés classiques, saines, on a chaque année à peu près 30 000, 35 000 logements qui engagent une rénovation, c'est-à-dire qu'un dossier est déposé auprès de l'ANA. L'année dernière, c'est le chiffre de l'ANA que je donne. Oui, c'est ça. Rénovation d'ampleur. Donc sur 2024, il y a 30 000 dossiers en un seul mois, au mois de décembre, qui ont été déposés. Donc ce qu'on voit quand même, c'est malgré tout une augmentation par rapport à l'année dernière, avec derrière, pour autant, des sujets de goulet d'étranglement, puisque qui dit beaucoup de dossiers déposés, dit beaucoup de dossiers à instruire, et donc des copropriétés, des chantiers qui prennent du retard, puisque les primes financières prennent de plus en plus de temps à être attribuées. Il y a quoi? Il y a 7 millions de logements qui sont mal isolés en France. Ça veut dire que alors, quand on dit déjà mal isolé,
c'est un peu vague comme terminologie. Ça veut dire quoi? Alors on considère, alors je vais peut-être raisonner en termes d'immeubles en copropriété, Oui, parce que c'est oui, les oui, chiffres c'est que vraiment, j'ai. Bien sûr, bien sûr. On va avoir à peu près 600 000 immeubles en copropriété et 260 000 qui sont considérés dans les étiquettes énergétiques E, F et G. Ok. D'accord, donc c'est principalement eux qui vont devoir subir une rénovation énergétique Mhm. globale pour leur permettre de sortir des étiquettes, notamment F et G, puisqu'il y a derrière les sujets d'interdiction de location Bien sûr. des logements. Donc ça fait effectivement, si on prend simplement les F et G, à peu près 150 000 immeubles qu'il faut rénover. Et donc derrière 150 000 immeubles, il faut, en général, on est à 2,5 millions, 3 millions de logements à rénover en copro. D'accord, donc le défi est quand même majeur, avec la question évidemment du dispositif légal qui accompagne ces rénovations d'ampleur. Il y a eu tout le débat autour de MaPrimeRénov' qui a été mise en sommeil, qui va redémarrer à la fin de ce mois de septembre. Alors, pour les copropriétés, il y avait un système qui était spécifique, qui a été maintenu, c'est ça. Tout à fait. Mais c'était quoi? Il y avait une volonté du gouvernement qui a bien ciblé le fait qu'il y avait peut-être moins de dérives, puisque c'est aussi l'une des raisons qui était donnée par le gouvernement, sur les dossiers de copropriété. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est pas le même budget. Donc le budget MaPrimeRénov' copropriété est différent. D'accord. Et ce qui a été arrêté, c'est MaPrimeRénov' sur les maisons individuelles, la rénovation d'ampleur, parce qu'il y avait trop de dossiers et des cas de fraude. En copropriété, il y a moins de fraude, puisque vous avez le syndic de copropriété, le maître d'œuvre, donc l'architecte, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et souvent vous avez plusieurs copropriétaires, dont certains qui sont du bâtiment, etc., et donc qui sont plus vigilants. Voilà. Donc il y a pas mal de tiers qui permettent d'éviter ce genre de fraude. Et puis par ailleurs, en termes de financement, en copropriété, un logement va bénéficier maximum de 18 750 euros de subvention, alors qu'en maison individuelle, beaucoup plus. on pouvait aller jusqu'à 70 000 euros. Et oui, donc pour le budget de l'État, forcément, Voilà, on n'est pas dans les mêmes niveaux de valeur. Donc ça, j'imagine qu'il y a eu un soulagement quand vous avez su que le dispositif continuait, parce que même si c'est seulement, entre guillemets, 17 000 ou 18 000 euros, ça pèse quand même dans la décision de lancer un chantier de rénovation. Pas, finalement. Il faut partir du principe que ce qui va peser surtout sur la décision, c'est l'incertitude. Donc aujourd'hui, vous avez des copropriétaires, des entreprises qui sont inquiètes, à cause de toutes ces annonces du gouvernement qui ne font pas forcément le tri entre le bon grain et l'ivraie, la bonne information, ce qui concerne les copropriétés, etc. Donc ça, c'est la première chose aujourd'hui qui fait un petit peu défaut avec toutes ces annonces. Mais sinon, si on prend le financement, aujourd'hui, une copropriété va financer à peu près entre 30 et 40% de son chantier grâce aux aides MaPrimeRénov' copropriété et éventuellement aux aides locales. Et puis ensuite, vous avez le dispositif de prêt à taux zéro, donc l'éco-PTZ, qui est proposé aux copropriétés, qui va leur permettre en fait de lisser sur 20 ans leur rénovation qu'ils auraient dû souvent, quoi qu'il arrive, réaliser, puisque la copropriété elle a besoin d'être entretenue, rénovée. Et donc c'est en fait une aubaine pour ces copropriétaires. Et puis encore une fois, il y a cette question du diagnostic de performance énergétique qui fait que si on est très mal classé, ces logements ils vont sortir du marché. Donc il y a quoi? Il y a une sorte d'obligation ou d'épée de Damoclès qui pèse sur ceux qui font appel à vous. Est-ce que vous ressentez ça? Épée de Damoclès, oui, parce que effectivement, ils ont l'impression d'être un petit peu au pied du mur, avec parfois des solutions qui n'existent pas, puisqu'on nous dit que les subventions diminuent, qu'il y a de l'incertitude. Également, il y a certains logements aujourd'hui qui sont de fait mal classés et qui, même avec une rénovation, resteront mal classés. Vous savez que notamment, il y a une réforme du DPE avec le passage, avec la reprise du coefficient de conversion pour les DPE, pour les logements qui sont les petits logements et les logements qui sont chauffés à l'électrique. À l'électricité, c'est vrai que l'électrique était mal noté et il le sera moins. La particularité après, également avec les copropriétés, c'est que vous allez avoir beaucoup de copropriétés en centre ancien. Donc par exemple, on est à Paris, là, il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens qui ne vont pas pouvoir être isolés. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il y a la pression du DPE, mais il y a aussi la pression du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est un autre dispositif obligatoire aujourd'hui, donc qui est énormément demandé par les syndics de copropriété et qui va en fait permettre à la copropriété d'étaler, en tout cas de planifier les travaux qu'elle va devoir réaliser, d'une part pour son entretien et d'autre part éventuellement pour sa rénovation énergétique. Et comment quel rôle vous jouez, quelle brique vous représentez dans cette chaîne de décision? Parce que moi je me mets à la place d'un syndic de copropriété avec les incertitudes politiques, on en parle beaucoup dans les allées de l'AREF évidemment avec le risque de voir tomber le gouvernement Bayrou dans quelques jours. Enfin,
c'est difficile de prendre des décisions qui vous engagent sur le long terme. Donc, quel rôle vous jouez? Vous rassurez d'une certaine façon? Vous donnez un cap? Ouais, nous, on va jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, souvent, c'est d'abord d'expliquer pourquoi la loi est faite. Ouais. Le projet de plan pluriannuel de travaux, alors beaucoup peuvent râler, mais en fait, c'est aussi une extrêmement bonne idée en copropriété. C'est-à-dire qu'on va faire appel à un expert qui va venir dans l'immeuble, qui va mettre tout le monde d'accord sur l'état de l'immeuble et la nécessité de faire des travaux. Donc ça, c'est la première chose. On va vous rassurer, on va vous dire, attendez, en fait, le projet de plan pluriannuel de travaux, ça va être important pour votre copropriété. Ça va notamment permettre de mettre tout le monde d'accord sur cette urgence de certains travaux. Également, ça va permettre notamment, enfin en tout cas aujourd'hui, ça peut bloquer certaines ventes, parce que certains acheteurs vont demander au notaire le projet de plan pluriannuel de travaux avant d'acheter un bien, pour s'assurer que derrière, ils ne vont pas avoir un ravalement, un changement de chaudière, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, rassurer, expliquer pourquoi en fait la loi est faite. Et peut-être choisir les travaux qui vont être le plus efficaces Ensuite, ça va être d'abord, dans un premier temps, de comprendre qui va être le bon interlocuteur pour faire ce projet de plan pluriannuel de travaux. Parce qu'en fonction de votre copropriété, si elle fait 250 logements, 5 logements, si elle est en centre urbain, on ne va pas faire appel aux mêmes professionnels. Donc la première chose, ça va être donc de mettre un peu le pied à l'étrier en aidant les syndics à solliciter des devis des bons professionnels pour faire ces projets de plan pluriannuel de travaux. Une fois que ces projets de plan pluriannuel de travaux sont réalisés, ça veut dire que la copropriété, elle a en gros une feuille de route sur 10 ans pendant laquelle, pendant laquelle elle va devoir faire des travaux. Et donc elle va devoir solliciter, je ne sais pas moi, dans 3 ans, des entreprises pour faire par exemple un ravalement. Dans 5 ans, des entreprises pour reprendre la chaudière, etc. etc. Et nous, c'est là qu'on va intervenir, en aidant le syndic donc à planifier et en l'aidant en fait aux différents jalons à solliciter des bons professionnels pour la copropriété. Et je vais vous poser une dernière question à laquelle vous pouvez forcément ne pas répondre, parce que il n'y a pas de réponse unique, mais est-ce qu'il y a un levier plus efficace que d'autres quand on veut améliorer son DPE, qu'on est syndic de copropriété? J'imagine ça dépend quoi? De la taille de l'immeuble, ça dépend de... Ou est-ce qu'il faut commencer par l'isolation? Enfin, je pose une question de béotien. Il faut être pragmatique. Il y a des immeubles qui peuvent subir une rénovation globale importante et d'autres qui ne le peuvent pas. Possible, Donc la première chose, c'est de voir si, vous savez, les aides financières aujourd'hui, elles se débloquent à partir d'un gain énergétique estimé de 35%. Donc la première chose, notamment avec ce DPE collectif et ce projet de plan pluriannuel de travaux, c'est de comprendre si ces 35% sont atteignables. Parce que s'ils sont atteignables, on peut parler de rénovation énergétique ambitieuse. Sinon, en fait, à un moment donné, on ne va pas faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Et donc dans ces cas-là, c'est plus la logique échelonnage sur 10 ans qui va être à privilégier pour les copropriétés. Donc la clé, c'est de voir en fait quel est l'état initial et ensuite de comprendre quels sont les scénarios possibles. Merci beaucoup Aimé de la Villejégu et à bientôt. Avec grand plaisir. Bonne REF 2025. Dans 2 ans, effectivement. Peut-être, qui sait, on verra bien. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On va continuer d'aborder ces enjeux de rénovation énergétique dans le Zoom de ce Smart Impact. Smart Impact au cœur de la REF 2025, la rentrée du MEDEF, pour parler de rénovation énergétique dans ce Zoom. 7 millions de logements qui restent mal isolés dans notre pays, c'est dire l'ampleur du défi. Et j'accueille Mihai Gavriloiu, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de GoFlint, vous l'avez créé en 2020 avec Jérémy Scherer, portail d'annonces immobilières gratuit pour les professionnels. Présentez-moi GoFlint et puis peut-être l'ambition qui va avec. Alors on va présenter GoFlint très rapidement. Tout simplement, nous pensons que les agents immobiliers, les mandataires immobiliers, les professionnels payent beaucoup trop cher la diffusion immobilière par rapport au coût de la technologie, qui a quand même beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, qui est le moment où les portails traditionnels se sont lancés. Et nous avons un modèle économique qui s'appuie sur le fait que nous tirons les bénéfices de cette nouvelle technologie et que nous pouvons, pour les professionnels qui le souhaitent, offrir des tarifs à peu près 99% plus bas que les prix historiques du marché. 99%, ça laisse pas beaucoup de marge, ça. Mais c'est Comment suffisant vous y pour arrivez? nous. C'est suffisant pour nous. Là où vous avez par exemple besoin où vous aviez besoin d'avoir 300, 400, 500 développeurs informatiques, maintenant vous pouvez avoir des équipes de 10, 15, 20 personnes, augmentées par de l'intelligence artificielle, qui va être une fraction du coût. Quand vous avez en fait cette économie d'échelle, vous pouvez la refaire passer à vos clients.
Et nous avons d'autres produits qui sont par exemple de la mise à disposition d'intelligence artificielle pour compte de tiers. Donc en fait, nous développons des produits pour nous et nous les mettons à disposition de réseaux professionnels qui souhaitent les utiliser pour diffuser. Et notamment, on parlera de la Vigie, qui est un outil d'analyse des biens immobiliers qui sont mis en vente, ce qui nous permettra d'évoquer la question de la rénovation énergétique. Mais juste pour bien rentrer dans le détail, que je comprenne en quoi vous êtes innovant par rapport au marché tel qu'il existait avant GoFlint. Alors, nous sommes innovants dans le sens où nous pensons qu'il maintenant on peut avoir d'autres vecteurs d'acquisition d'audience, puisque l'idée c'est de mettre en relation un particulier qui a une recherche d'achat ou de location avec un bien immobilier. On voit de plus en plus les réseaux sociaux sont consommés comme de l'Internet progressivement. L'intelligence artificielle permet de réduire le temps de consultation. Là où vous avez une recherche traditionnelle avec des menus déroulants, des boutons à cliquer, et vous avez le portail XYZ, y compris GoFlint, qui vous dit « j'ai 153 résultats, ben maintenant vous vous débrouillez ». L'IA va chercher à comprendre. Ça sent le vécu, ça me rappelle des souvenirs, ça, mais bon. L'IA va chercher à comprendre vos critères, que vous allez expliquer en fait en 2-3 messages sous forme de discussion. Et elle va vous dire, ce bien-là, il va correspondre à 92% à votre recherche, celui-ci 83%. Et vous me donnez la main pour que moi, je ne vous donne pas 153 résultats, mais 5 résultats. Et après, si vous voulez aller voir plus loin, on déroule. Mais je vous ai fait gagner 43 minutes à peu près de temps de consultation immobilière. Et si vous ne voulez pas, vous me laissez en veille et c'est l'IA qui fera la recherche pour vous sur le marché. D'accord. Vous affichez un engagement éco-responsable. Je me suis dit très bien, mais alors en quoi les utilisateurs de GoFlint participent à un engagement éco-responsable? Alors ils s'en fichent complètement, globalement. C'est pas pour ça qu'ils viennent. C'est pas pour ça qu'ils viennent chez nous. Nous, ce que nous avons souhaité, c'est consacrer 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise à compenser l'empreinte digitale de nos serveurs. Donc en d'autres termes, ce que l'on dit, c'est nous sommes un nouveau portail de diffusion. On ne va pas peser sur le climat en plus des portails historiques. Et l'autre différence que nous avons, c'est que nous sommes des investisseurs. Là où nous polluons, donc c'est en France que nous réinvestissons, soit pour de la conversion agricole vers des nouvelles technologies moins chronophages, moins voraces en ressources naturelles, soit par exemple pour des projets de reforestation, mais surtout de réintroduction de biodiversité en France. Comment vous les choisissez ces projets? C'est un petit peu au coup de cœur. C'est un petit peu au coup de cœur. Donc en fait, nous ne prenons que des projets qui sont homologués par le ministère de la Transition écologique. Donc nous, on se dit techniquement, c'est bon. Et après, ça va être par exemple en fonction des coups de cœur de GoFlint, en fonction de là où nous avons aussi des annonceurs, donc par exemple des agents immobiliers, parce que ce que l'on souhaite faire, là les projets sont en train de pousser. C'est d'ici 2-3 ans leur dire, venez voir en fait ce que vous avez contribué en fait à redévelopper en France. Alors on va parler donc de ces villes qui ont le plus de passoires thermiques en France. Alors, en préparant l'interview, j'ai été assez surpris. Donc il y a cet outil qui s'appelle la Vigie. C'est quoi la Vigie? Expliquez-moi. La Vigie, c'est un outil qui va analyser tous les 90 jours les biens qui sont mis en vente sur le marché français. Donc on va s'appuyer en grande partie sur le stock diffusé chez GoFlint, qui est entre 650 000 et 700 000 annonces. Et nous avons un partenaire, Casafari, qui nous aide en fait à compléter et à suivre par exemple l'évolution des annonces qui ne vont pas passer par les portails de diffusion. Donc nous faisons en fait après une concaténation, une analyse de prix, et la Vigie qui est née fin 2023 a pour vocation d'analyser en fait l'effet de la note DPE sur le prix de l'immobilier. Donc ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour ça. Pour voir, pour faire le lien entre ce DPE qui donne des maux de crâne à certains propriétaires et la valeur d'un bien. Et donc l'une des premières leçons, c'est déjà de se dire qu'il y a des villes dans lesquelles c'est plus rentable que d'autres hors subvention. Hein. On est bien d'accord. Alors déjà, moi j'ai été surpris de ce constat. C'est pas rentable partout de se lancer dans... Ce n'est pas rentable partout. Je vais prendre un exemple. 600 €, c'est à peu près l'écart moyen en France avec des amplitudes assez importantes entre un bien noté A ou B, donc en fait une habitation dite verte, et un bien noté F et G, ce qu'on appelle une passoire thermique. Ce 600 € dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants va varier entre 200 € par exemple pour Bordeaux, donc en fait un écart extrêmement mince qui rend les travaux moins... Même ça ne marchera pas parce que s'ils sont obligatoires, parce que la loi le prévoit, ça ne sera pas rentable. Vous ne les faites pas pour ça. Et 1 200 € qui va être Paris et Villeurbanne. Mais ces 1 200 € à Paris, c'est 11% de variation de prix. À Villeurbanne, c'est plus de 30%. Et dans ces pourcentages que j'évoque, vous allez faire entrer les coûts d'acquisition. Donc en fait, on a vu que les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, ont augmenté. Donc sur un bien à 500 000 €, c'est 2 500 € de plus que quelqu'un va devoir payer, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, directement ou indirectement. Les pertes de surface, parce que vraisemblablement, vous allez perdre de la surface quand vous allez isoler votre bien, entre 5 et 7% de surface. Et après, vous allez mettre les coûts travaux
qui sont, on l'estime, entre 500 et 700 euros en fonction des villes, en fonction de la tension pour les artisans RGE. Et toute cette moulinette-là, c'est une équation à multiples inconnus. Oui, je comprends bien. Ouais. Vous achetez, combien vous allez perdre de surface, combien de temps pour avoir vos travaux, combien vont vous coûter les travaux, et puis en fait vous allez chercher à faire une comparaison en disant je pars d'un DPE F ou G, je vais peut-être viser un DPE C qui est raisonnable d'un point de vue atteinte réglementaire. Et est-ce que vous êtes gagnant, est-ce que vous êtes perdant? Avec donc un classement finalement des villes avec le potentiel de plus-value le plus important, dans lequel on va citer les 5 premières, Marseille, Dijon, Lyon, Reims et Nice par exemple. Il y a des variations importantes d'une année, ou même plus que d'une année sur l'autre, parce que c'est d'un trimestre à l'autre, ou alors finalement c'est assez stable? C'est assez stable depuis fin 2024. Donc depuis 6 mois, ça s'est stabilisé. Ce que l'on voit, c'est que là, le marché immobilier semble reprendre des couleurs au niveau du prix. Et ce que l'on voit aussi, assez contre-intuitivement, c'est que le prix des passoires thermiques augmente un peu plus vite que la reprise du prix moyen de l'immobilier français. Donc ça veut dire, votre passoire thermique, vous allez l'acheter peut-être un petit peu plus cher, mais vous êtes déjà sur des marges assez fines quand vous faites votre business plan. Alors vous êtes obligé, j'allais dire, de compter sur les aides publiques, mais non, parce qu'en fait on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé maintenant d'un trimestre à l'autre. Surtout en ce moment, voilà, quel gouvernement sera aux manettes dans quelques semaines? Quelle sera sa priorité? Est-ce que ça l'intéressera toujours? Premier point. Deuxième point, quelles sont les conditions de financement? Puisque là on voit que le marché, ce qui le porte, ça n'est pas tant le DPE, c'est plus la baisse des taux. On a 22 points de base de baisse de taux. Ce qui nous a en revanche beaucoup surpris, c'est que depuis un an, l'effet DPE, il reste stable, c'est-à-dire hors Paris, un appartement AB versus FG, c'est 18% de décote. Une maison, c'est 35% de décote. Et les variations d'un trimestre à l'autre se jouent dans les décimales de ces pourcentages. Donc le DPE, c'est bien ancré dans les attentes de prix. Mais en fait, ces attentes de prix ne sortent pas de nulle part, parce que l'acheteur qui veut faire des rénovations, il a, pardon pour l'expression, son business plan derrière. Bien sûr. Et il va chercher à faire porter l'effort, principalement aux vendeurs. Et ça permet aussi d'anticiper. On est sur le temps qu'il va falloir pour rentrer dans son investissement d'une certaine façon. C'est aussi ça. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à des rénovations d'ampleur parce que le gain est moindre, mais on sait que ça va nous prendre un peu plus de temps pour rentrer dans notre argent. Tout à fait. Alors on fait aussi une analyse en fait qui va comparer le nombre d'années de revenus locatifs nécessaires pour ne serait-ce que se refaire du coût des travaux. Donc par exemple Dijon, en moins d'un an c'est bon. Angers, vous avez un T2 de 45 mètres carrés, parce qu'on n'a pas évoqué, mais les passoires sont inégales en surface. Plus le bien est grand, plus il peut absorber le coût des travaux. Si vous voulez faire un coût sur un bien de 25 mètres carrés à Paris, statistiquement c'est impossible. Vous allez peut-être avoir des biens particuliers qui vont se balader pour des choses autres, mais statistiquement vous n'y arriverez pas. Un T3, T4, s'y supportera beaucoup mieux, parce qu'il supportera mieux la perte de surface, il pourra supporter mieux l'étalage des coûts de travaux sur sa propre superficie. Et finalement, Toulouse, c'est près de 9 ans d'amortissement pour un T2 de 45 mètres carrés. C'est pour ça que Paris, je voyais que Paris représentait à elle seule 46% du stock de passoires en vente, mais donc ça veut dire qu'il y a... Dans les grandes villes. Dans les grandes villes, mais ça veut dire qu'il y en a assez peu qui sont rentables rapidement hors subvention, si je reprends votre logique. À Paris, vous avez besoin des subventions, mais si vous pouvez acheter un bien avec un prix moyen, on va dire à 10 600, 10 700, 10 800 euros du mètre, vraisemblablement, vous n'aurez pas toutes les aides publiques parce que vous aurez des revenus suffisants pour devoir porter vous-même votre rénovation. Donc en fait, Paris, c'est une passoire thermique sur 11 en France en moyenne, dans le stock en vente. Mais pas toute rentable. Mais pas toute rentable à rénover. Avec donc la nouvelle réglementation, notamment sur l'électricité, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez vu des villes qui étaient en haut du classement baisser un peu, etc., ou pas forcément? Alors pour l'instant, non, parce que l'immobilier a quand même une certaine inertie dans son intégration des facteurs externes. Alors, hormis la réforme du DPE attendue pour 2026 qui va faire disparaître à peu près 20%, 850 000 passoires thermiques d'un coup de baguette magique. Nous avions fait une analyse fin 2024 sur les projections de l'ANA, donc qui est l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat. Et au rythme de 2022-2023, il faudrait 33 ans pour diminuer par 2 le nombre de passoires thermiques F et G, et 77 ans si on prend les E, F et G
Parce que le E, c'est aussi un sujet dont on parle assez peu, mais qui va commencer à devenir assez chaud sur le marché immobilier au fur et à mesure que le rouleau compresseur réglementaire va se rapprocher. Ça veut dire que sans volonté politique plus forte, on n'atteindra jamais les objectifs, si je vous entends bien. Ou alors on a un coup de baguette magique réglementaire qui les fait disparaître. C'est ce que je dis. Donc il faut une volonté politique. Merci beaucoup, Mireille Gabriel Oyoux, et bonne rêve Thomas. 2025. Je vous laisse rejoindre les allées de Roland Garros et je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien. On va notamment beaucoup parler de logistique et de transport. Prêt pour l'impact, c'est le titre de cette rubrique au sein de notre émission Smart Impact. Question aussi que je vais poser pendant toute la saison à des personnalités qui comptent dans notre économie et dans le cadre de notre partenariat avec la REF 2025. On est toujours dans les allées de Roland Garros. J'accueille le président du groupe Transcan, groupe de transport et de logistique, Franck Canata. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir ici pour ce grand entretien. On a plus de 25 minutes pour creuser les thématiques, à la fois avec votre casquette de président de ce groupe que vous avez fondé, je crois, il y a un quart de siècle à peu près. 25 ans, exactement. 25 ans exactement, donc bon anniversaire déjà. Merci. On peut commencer par ça. Et puis, vous avez également pris depuis le 1er juillet la présidence de l'UPE des Alpes-Maritimes qui regroupe le MEDEF et la CPME dans votre département. Je pose souvent cette question-là quand je reçois un invité dans le grand entretien sur ce mot impact. Finalement, on l'entend partout, un peu à toutes les sauces. Peut-être dans vos métiers, du transport et de la logistique, qu'est-ce que ça signifie de prendre en compte son impact? Aujourd'hui, l'impact, c'est évidemment l'impact autour de la décarbonation, autour de la transition énergétique, la transition écologique, qui est devenue phare, qui est devenue un impératif. Nous devons absolument réduire notre empreinte carbone, trouver des solutions pour les réduire, tout en optimisant davantage les transports, la logistique, les échanges de flux de marchandises, en collaboration avec nos chargeurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs, bien entendu, y compris de matériel de mobilité, nos camions, tout simplement, parce qu'ils font évidemment partie de l'écosystème. C'est un enjeu majeur pour réussir cette vraie étape qui se présente à nous depuis quelques temps déjà et qui va devoir se poursuivre pour arriver à un impact carbone vraiment minime, qui est l'objectif de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est toujours une priorité? Ou est-ce que vous voyez que finalement dans vos échanges avec vos clients ou vos partenaires, c'est un peu moins en haut de la pile? Ça l'est pour certains, un peu moins pour d'autres. Tout simplement parce que le volet économique vient se loger au milieu de cette démarche. Et économiquement parlant, la transition est compliquée. Elle coûte très cher. Elle demande des investissements pour lesquels on a une vision relativement limitée sur l'avenir. Et évidemment, c'est un frein majeur pour une réussite rapide telle qu'on l'avait imaginé. Mais il y a quand même ces événements climatiques extrêmes qui se multiplient, qu'on vit peut-être particulièrement dans un département comme le vôtre. Enfin, on sort d'un été de canicule, il y a des enjeux d'eau, il y a des enjeux qui sont très très nombreux autour de cet impact. Est-ce que vous êtes, collectivement, les entreprises de votre département, vous avez le sentiment d'être parfois un peu rappelé à l'ordre par la nature? Vous voyez ce que je veux dire? Et par l'actualité. Rappeler à l'ordre, c'est une évidence, et notamment avec les crues que l'on a connues il y a quelques années dans notre département qui ont été dévastatrices. Bien sûr qu'on est rappelé à l'ordre, bien sûr que la prise de conscience écologique, l'urgence a été bien intégrée de chacun. C'est les modes opératoires qui sont encore un petit peu difficiles à mettre en œuvre, autour effectivement de la partie financière, mais également de la partie technique. Cette transition nécessite des aménagements qui aujourd'hui sont encore assez peu suffisants pour arriver à réussir ce vrai défi qui se présente à nous. Parce qu'on n'est pas égaux face au changement climatique. Il y a des départements ou des régions ou des pays qui seront... On sait par exemple que l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe va être frappée par un réchauffement plus important que le reste de la planète. Et peut-être que les Alpes-Maritimes se sont encore plus concernés par cette question-là. Alors les Alpes-Maritimes, effectivement, sont très particulièrement concernés par l'eau, et je dirais même encore plus le Var, le département du Var, qui est notre département voisin, pour lequel, à la frontière entre les Alpes-Maritimes et le Var, on connaît une vraie problématique d'eau, on vient de la citer, qui enchaîne des conséquences économiques sur des ruptures éventuelles, sur des restrictions d'activité, et pire encore, sur la délivrance de permis de construire, ce qui arrête en quelque sorte l'économie, en tout cas la progression de l'économie, puisque les permis de construire sont gelés et il n'est plus possible d'en déposer pour des questions d'eau et de dépendance
hydrique. Alors on y reviendra sur cette question de la gestion de l'eau, il y a la question de l'accès au logement qui est une vraie problématique des Alpes-Maritimes, il y a les questions du photovoltaïque qui est peut-être potentiellement un atout dans un département comme le vôtre, même si ça marche un peu partout, hein, je répète ce que tous mes invités qui viennent me parler de photovoltaïque me disent, mais on va continuer d'évoquer ces enjeux de transition environnementale. Et je vais vous citer, Franck Canata, une interview que vous donniez au Journal des entreprises il y a quelques semaines. Je compte faire de la transition écologique territoriale un sujet majeur de ma mandature. Donc vous veniez d'être nommé président de l'UPE des Alpes-Maritimes, qu'il s'agisse de la préservation de la ressource en eau, de la maîtrise du coût de l'énergie ou de la gestion des déchets d'activité économique en travaillant à des solutions concrètes pour nos entreprises. Mais alors, en préparant l'émission, je suis remonté un peu plus loin en arrière, les entrepreneuriales 2024, donc, qui étaient organisées par l'UPE des Alpes-Maritimes. Alors vous n'étiez pas encore président, mais bon, les patrons du département, ils réclamaient des récompenses pour les entreprises qui s'engagent dans la transition. Je veux bien qu'on prenne un peu le temps de creuser cette idée-là, c'est-à-dire que dans un contexte économique difficile, les entreprises ont-elles encore les moyens d'investir dans la transition écologique ou est-ce qu'il faut les récompenser, pour reprendre ce terme ? Économiquement parlant, c'est compliqué. C'est très compliqué. Cette transition coûte beaucoup d'argent, on l'a dit tout à l'heure. Pour autant, c'est une nécessité, c'est un impératif. Il faut le faire vite, il faut le faire bien. Pour arriver à la réussir, il faut effectivement qu'on soit aidé économiquement. Mais aidé, pas forcément autour de subventions uniquement. Peut-être de récompenser les bons élèves par différents Une sorte de bonus-malus qu'on pourrait imaginer. Pourquoi pas, mais récompenser ceux qui s'investissent, ceux qui prennent des risques, ceux qui sont les instigateurs de cette révolution énergétique, de cette révolution écologique. Parce que sans ça, on aura encore plus de mal à y parvenir dans un délai court. Parce que le délai doit être court et ça doit être efficace tout de suite. La réglementation, elle ne suffit pas, d'une certaine façon. Parce qu'il y a déjà, alors on peut même considérer qu'elle est parfois trop lourde, puisqu'on invente un droit de l'écologie, d'une certaine façon. Ce n'était pas le droit le plus fourni ces dernières années. Donc c'est une strate administrative supplémentaire qui tombe sur les patrons, ça je l'ai bien compris, et les patronnes. Mais est-ce que les règlements suffisent ou au contraire, est-ce qu'ils sont trop compliqués ? La réglementation est plutôt perçue comme punitive. Plutôt que incitative. Elle doit être incitative. Aujourd'hui, on doit être incité à faire mieux, incité à s'y engager, plutôt qu'à être puni si on ne le fait pas. Et je pense que c'est un moyen d'accélérer cette transition, d'accélérer l'innovation, les bonnes pratiques des uns et des autres. Mais avant ça, il faut aider, accompagner les entreprises. Un certain nombre d'entre elles n'ont pas spécialement encore pris conscience de cette urgence. Il faut les aider. Ou n'en ont pas les moyens. Parce que parce que le retour sur investissement, il n'est pas rapide. Il n'est pas immédiat. Il n'est pas immédiat, effectivement, mais si une entreprise doit regarder loin, doit regarder un avenir lointain, et si le virage de l'écologie, le virage de la transition énergétique n'est pas prise aujourd'hui par certaines d'entre elles, il y a de fortes chances qu'elles aient du mal à prendre ce virage. Et c'est des entreprises qui seront malheureusement dans une difficulté très forte et très rapidement. Il faut donc les accompagner, il faut les aider, il faut leur expliquer parfois des choses toutes simples qu'ils n'ont pas forcément en conscience pour favoriser cette transition. On reviendra, mais là je vous pose j'ouvre une parenthèse sur votre métier du transport et de la logistique. Vous avez un exemple de règlement qui devrait vous pousser à la transition et qui au contraire vous complique la vie, vous freine ? Les ZFE, par exemple. Les ZFE qui avaient été instaurés, qui n'ont malheureusement pas été instaurés de la même façon partout en France. Une règle à Marseille, par exemple, sur la métropole Aix-Marseille n'est pas la même que sur la métropole, par exemple, des Alpes-Maritimes, ce qui sous-entend qu'un véhicule pourrait circuler à Marseille et pas à Nice, ou inversement. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas imaginable, n'est pas tenable pour un transporteur. Mais aujourd'hui, les ZFE ont fait marche arrière. Plus que Paris et Lyon sont concernés, les autres métropoles ne le sont plus. C'est un argument de taille qui vise plutôt à, je dirais, désengager certaines entreprises qui avaient fait ce choix de s'investir dans la transition, plutôt que de favoriser les bonnes pratiques, de favoriser les initiatives des uns et des autres. Quand vous dites qu'il faudrait récompenser les entreprises éco-responsables, est-ce que, alors là encore je parle au patron du groupe Transcad, mais sur lesquelles de vos activités et de ce que vous avez fait évoluer, ça me semble intéressant, en 25 ans, vous dites tiens là je pourrais être récompensé? Alors, il y a une dizaine d'années, on a imaginé, la transition énergétique et écologique n'était pas encore une priorité, on n'en parlait pas d'ailleurs une dizaine d'années, on a imaginé mutualiser la marchandise de façon différente, de façon innovante, pour arriver à réduire le nombre de véhicules. La base était réduire le nombre de véhicules, et donc de kilomètres, et donc de coûts de distribution. On ne pensait pas forcément de transition énergétique et écologique. Grâce à cette idée,
On a mis en place un hub de centre-ville, un hub qui est positionné au centre des Alpes-Maritimes et à proximité de l'entrée de la ville de Nice, permettant d'accueillir les marchandises de tout type de transporteurs, tous les transporteurs qui veulent adhérer au système, mais également les retailers, les producteurs, l'écosystème qui a de la marchandise à livrer en centre-ville, sachant que les Alpes-Maritimes a un centre-ville qu'on pourrait considérer démarre à Menton, c'est-à-dire tout à l'est du département et se finit à Mandelieu, donc à l'ouest du département. Oui, puis il y a une densité urbaine qui est très forte. Effectivement, pour arriver à réduire le nombre de véhicules qui empruntent les routes, les autoroutes, les infrastructures routières. Ça, c'est une initiative qui, je pense, peut permettre de réduire de façon significative et doit être incitée. Pour l'inciter, il faut qu'on ait un retour économique qui n'est pas forcément une aide, mais peut-être un bonus-malus, on l'a évoqué tout à l'heure, permettant de favoriser, d'inciter ces entreprises à être innovantes. Mais ça, c'est sur ce modèle que vous avez créé votre groupe ? C'est avec cette idée-là ou c'est venu un peu plus tard ? C'est arrivé une dizaine d'années, je dirais 10-12 ans après la création du groupe, où il fallait encore réfléchir à quelque chose de nouveau. Comment améliorer à nouveau le mode opératoire pour arriver à faire mieux. Et effectivement, ça a été dans le sens de la transition énergétique, mais à la base, c'était limité à du bon sens. Purement et simplement du bon sens. La transition énergétique doit passer par du bon sens avant tout. Quelques chiffres, plus de 500 collaborateurs, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous affichez 90 000 m² de locaux couverts, clos et surveillés, répartis sur 15 dépôts logistiques. Je reprends vos chiffres, plusieurs de hubs, etc. etc. Est-ce que vous continuez de grandir ? Parlons vraiment du groupe Transcan aujourd'hui. Et si oui, comment ? Est-ce que c'est par des acquisitions ? Comment vous grandissez ? Alors, historiquement, uniquement de la croissance organique. D'accord. Autour de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Ça a été le e-commerce en logistique il y a une quinzaine d'années maintenant, où on s'est aperçu que sur les Alpes-Maritimes et plus globalement sur la Côte d'Azur, bon nombre d'entreprises de e-commerce étaient implantées, mais n'avaient pas leur stock, parce que historiquement, c'était absolument pas sur ce positionnement que la logistique e-commerce était réalisée. On s'est dit qu'il était peut-être intelligent, malin, malicieux, que d'essayer de trouver des solutions pour rapprocher la logistique des centres de profit, des sièges sociaux de ces entreprises. C'est quelque chose que l'on a fait il y a une douzaine d'années. Ça a été un métier nouveau qui nous a permis de faire vraiment une croissance forte en termes de chiffre d'affaires organique. Plus récemment avec EcoCity, on en a parlé rapidement. EcoCity, c'est une sorte de mutualisation des flux de marchandises à destination des hypercentres en livraison du dernier kilomètre, tout le monde le connaît, mais plus précisément du dernier mètre. Le dernier mètre, c'est vraiment les derniers mètres en centre-ville, entre les hubs de centre-ville que l'on a mis en service et le destinataire final. On livre en vélo à assistance électrique, des gros vélos cargo qui permettent d'emprunter les pistes cyclables, qui permettent de se faufiler plus facilement en ville, d'avoir une empreinte carbone extrêmement limitée. Jusqu'à combien de marchandises à bord dans les 350 kg de charge utile et 2 mètres cubes. Ça permet de transporter un grand nombre de marchandises. On a aussi, grâce à ce système, des petites palettes qui peuvent être transportées et ça permet de desservir les hypercentres, les vieilles villes, les centres historiques de façon vraiment optimisée en ayant une empreinte carbone quasi nulle. Et c'est quelque chose de nouveau, de novateur qui, je pense, peut fonctionner dans toutes les villes de France et d'Europe. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc ça on parle de croissance interne ou de croissance organique. Il y a eu de la croissance externe aussi ? Et donc, effectivement, de la croissance externe, plus marquée ces dernières années, avec des acquisitions de groupes, de transporteurs de notre département systématiquement. On est vraiment un acteur des Alpes-Maritimes. On réfléchit systématiquement à une valeur ajoutée autour de notre écosystème particulier. Mais c'est vraiment notre vision, répondre aux attentes et aux besoins des acteurs des Alpes-Maritimes. Donc, effectivement, des croissances externes récemment, et notamment autour du déménagement et du garde-meuble, qui sont des métiers très proches du transport et de la logistique, pour lequel une opportunité s'est présentée, opportunité que nous avons saisie. On est dans les allées de Roland-Garros et on entend quelqu'un qui fait votre métier, qui livrait quelque chose avec la cloche qui alerte les passants des allées. C'est peut-être ça ce que vous avez entendu, cette petite clochette. Décarboné d'ailleurs. Ça tombe bien. On est dans le thème. Alors on va rentrer vraiment dans le détail. Par exemple sur la flotte de véhicules que vous avez, évidemment ça doit être dans votre bilan carbone une partie importante. Donc la décarbonation, elle passe par quoi ? Des biocarburants, des véhicules électriques, de l'hydrogène. Il y a tellement de choix possibles. Quel choix vous avez fait ? C'est un mix énergétique. D'accord. Hier, le gasoil répondait à toutes les attentes parce que c'était la seule énergie qui était vraiment répandue de façon importante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un mix énergétique qui doit absolument émerger parce qu'une énergie aujourd'hui, à l'heure où on parle, ne répond pas à toutes les attentes, à tous les besoins de tous les transporteurs. Le transport est très étendu. On entend transport, camion, marchandises, mais le transport est bien plus étendu que ça. Il y a un grand nombre de spécificités dans notre métier, de la courte distance, de la moyenne distance, de la longue distance, des véhicules lourds, des véhicules plus légers. Une seule et unique énergie.
Par exemple, si on dit l'hydrogène, c'est plutôt adapté à des des poids lourds, à des gros véhicules, oui, non? Ça le sera demain, Ça l'est pas probablement à plusieurs types de véhicules. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais à titre expérimental, économiquement parlant, il n'y a pas d'équilibre à ce jour. Donc l'hydrogène, c'est peut-être pour demain, mais aujourd'hui, c'est encore pas le cas. Pour vous, c'est un choix qui serait contre-productif? Aujourd'hui, c'est un choix qu'on ne sait pas vendre et que nos clients ne sont Ouais. pas prêts à payer parce que économiquement parlant, on est vraiment très loin encore. Mais un poids lourd électrique, est-ce que ça a du sens, vu le poids de batterie qu'on doit, même si les batteries progressent, etc., vu le poids de batterie qu'on doit embarquer? Alors on parle encore une fois, Ouais. tout dépend du type de transport que l'on réalise. Ouais. Un poids lourd, donc un type porteur, pas une semi-remorque, Ouais. le type porteur qui fait de la distribution urbaine, ça marche. En Ouais. distribution urbaine, ça fonctionne, Ouais. pas de problématique. Un poids lourd qui ferait de la moyenne et de la longue distance, c'est plus compliqué parce que le nombre de kilomètres, l'autonomie du véhicule est encore trop limitée. Les constructeurs progressent, s'améliorent, vont sortir des véhicules qui ont une autonomie bien plus importante sous peu, en 2026, et notamment Renault sortira un véhicule qui fait plus de 600 km, un tracteur qui fait plus de 600 km, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc il faut des infrastructures de recharge qui compliquent la donne. Elles sont insuffisantes, elles ne sont pas suffisamment encore développées sur le territoire. Mais ça, c'est l'histoire et ça bloque. de l'œuf et de la poule. C'est intéressant parce qu'on avait le même discours, par exemple, sur le vélo, en disant tant qu'il n'y a pas de piste cyclable, les gens ne passent pas au vélo. Et c'est sans doute ça. Donc, vous attendez plus de stations de recharge pour pouvoir acheter plus de camions électriques. De quel côté vous vous placez en Sur fait? le volet semi-remorque, Ouais. plus de stations de recharge publiques, en tout cas sur les routes, qu'elles soient Ouais. publiques ou privées, mais en tout cas sur les routes, pour qu'on puisse se recharger. Aujourd'hui, c'est uniquement sur nos installations ou chez ceux de nos clients, mais ce n'est pas suffisant, pas uniquement. Il y en a quelques-unes qui se sont déjà implantées, mais de façon trop C'est-à-dire que les trop stations-service qu'on a vues cet été, nous, comme conducteurs de base, elles ne sont pas adaptées pour l'instant à des camions électriques. Elles ne sont pas suffisantes. Suffisamment. Elles sont adaptées pour certaines, mais il n'y en a pas suffisamment pour Mm. arriver à vraiment lancer une filière. Il faut vraiment qu'elle soit bien plus répandue, elle coûte très cher, et il faut que le véhicule lui-même soit moins cher à l'achat. Un véhicule électrique aujourd'hui, à gamme équivalente, est entre 2 et 3 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Mais pour autant, on n'a pas de valeur ajoutée complémentaire, en dehors de la décarbonation, bien entendu, qui est une priorité. Mais pour le client final, que l'on est, nous, consommateurs par ailleurs, est-ce qu'on est prêt à payer notre paquet de pâtes plus cher parce qu'il a été transporté par un véhicule électrique? Je ne suis pas certain que toute la population puisse le faire. Veuille le faire peut-être, mais puisse le faire, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a une forme de pression mise par vos clients, par des donneurs d'ordre, des grands comptes, sur une entreprise de logistique et de transport comme la vôtre pour décarboner, même si ça vous coûte plus cher? Oui, ça peut être une façon de renvoyer une mistigris à une entreprise un peu plus petite aussi. C'est le cas. Ils ne sont pas tous et toujours prêts à payer la différence, mais c'est le cas. Et il le faut. C'est un impératif. Et pour ça, ce mix énergétique dont on parlait juste avant est un impératif. Certains trafics peuvent être réalisés avec des véhicules électriques, d'autres avec des véhicules gaz naturel, d'autres avec des véhicules biocarburants. C'est vraiment un mix énergétique en fonction des trajets, du poids de la marchandise à transporter, du type de transport à réaliser qui fera que cette décarbonation, que cette transition sera une réussite. Et pour ça, il faut que ces filières puissent avancer en autonomie, se répandre sur l'échelle nationale pour qu'il y ait suffisamment de moyens de distribution de ces produits, qu'il s'agisse de gaz, qu'il s'agisse de biocarburants en station. Tous les biocarburants ne sont pas distribuables en station. Quant au gaz, sur les Alpes-Maritimes, il existe une seule station gaz pour tous les véhicules des Alpes-Maritimes. Autant dire que c'est une solution qui ne peut pas pour vous, c'est impossible, être quoi. Je parle public. Après, il y a des stations privées, mais je parle de public. Et les chauffeurs, tiens, est-ce que vous les avez formés ou est-ce que vous êtes en train de les former à une conduite plus douce, plus économe, adaptée à l'électrique quand il faudra passer à l'électrique? Alors, on continue de le faire. On le fait depuis de très nombreuses années. L'éco-conduite, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les métiers du transport depuis de très nombreuses années. Ça vous fait économiser beaucoup? Oui. C'est vrai? Ça peut être très significatif. C'est quoi? C'est 10%, 15% de carburant en moins? Alors, ça va dépendre vraiment du type de transport. Des transports, par exemple, de matériaux d'agrégat, qui en sont toujours au maximum de la charge utile, en tout cas quand ils sont chargés, ils sont toujours au maximum de la charge utile, et qui font beaucoup de trajets au ralenti dans les carrières, ont des consommations qui sont bien supérieures à un véhicule qui fait de l'autoroute à une charge faible. Donc ceci est assez variable en fonction des activités, mais par contre, à périmètre constant, on peut avoir des chutes, des baisses de consommation particulièrement importantes. Consommation de carburant, mais par ricochet de tout le véhicule lui-même. Si on consomme moins, on freine moins. Si on freine moins, on use moins de plaquettes. Et donc, la poussière de plaquettes est également une économie qui est réalisée par une éco-conduite vraiment, je dirais,
développer dans les entreprises de transport. Ça fait longtemps qu'on le lance, ça fait longtemps qu'on le fait, on le fait de plus en plus, toujours plus, et en tenant compte aussi des nouvelles technologies, bien sûr. Autre question, on reste vraiment dans le détail, on va parler un peu des emballages, parce que évidemment c'est là aussi au cœur de votre métier, c'est en train vraiment de changer, mais moi je me suis souvent énervé en recevant des colis avec beaucoup de vide à l'intérieur. Comment vous, alors c'est pas votre première responsabilité, mais comment vous faites pour que vous remplissiez vos camions le mieux possible et qu'il y ait le moins de vide à l'intérieur? Ça rejoint un peu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur les hubs, le fait de regrouper finalement plusieurs clients, des dépôts de marchandises. Mais comment vous faites? En fait, il y a plusieurs métiers dans le métier. Il y a la logistique d'un côté, le transport de l'autre. Quand on est avec la casquette du transporteur, on se charge uniquement de prendre de la marchandise de clients, de nos fournisseurs et de la livrer d'un point A à un point B. C'est pas nous qui la conditionnons. Donc là, on cherche à mutualiser, à optimiser le véhicule de façon maximale, et c'est pas nous qui conditionnons la marchandise, on récupère une marchandise qui a été conditionnée par notre client. On peut encore mieux remplir les camions en sortant de la logique des palettes et en faisant une sorte de Tetris à l'intérieur. On fait des Tetris à l'intérieur, effectivement, et notamment avec des doubles planchers, des semi doubles planchers, qui nous permettent de doubler la capacité du véhicule, évidemment pour des palettes de taille et de poids relativement faible. C'est une évidence, parce qu'on dépasserait les limites autorisées si ce n'était pas le cas. Mais effectivement, on arrive à mettre beaucoup plus de palettes que ce qu'on en mettait à l'époque. Donc ça, c'est pour la casquette transporteur. Pour Sur la partie logistique dans les entrepôts. Effectivement, c'est d'arriver à trouver des solutions pour faire des palettes toujours plus optimisées ou des colis toujours plus optimisés pour réduire le vide que l'on transporte. On a un volume de vide dans nos camions qui est bien trop important. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on peut encore gagner, on peut encore faire des efforts. Les logisticiens, les chargeurs, nos clients ou les logisticiens, les acteurs de la logistique doivent continuer à travailler sur ces sujets. Et bien entendu, il y a le recyclage de tous ces emballages, qu'il s'agisse de carton, qu'il s'agisse de film plastique, qu'il s'agisse de palettes, qui est une filière à vraiment utiliser au maximum pour des questions réglementaires dans un premier temps, mais pour des questions économiques et écologiques, bien entendu. Je reviens à votre mission de président de l'UPO des Alpes-Maritimes qui fédère, je le rappelle, le MEDEF et la CPME. On va parler de la gestion de l'eau. Allez, il nous reste 5 minutes. Gestion de l'eau, photovoltaïque, mais je commence par la question du logement. C'est d'actu, c'était cet été, fin juillet, la mairie de Cagnes-sur-Mer qui a signé une convention de logement locatif intermédiaire pour loger les actifs locaux à des prix abordables. Je me suis dit, mais quel rapport avec la logistique? Vous êtes concerné par ça? On est totalement concerné. Toutes les entreprises du département sont concernées à la difficulté de loger les actifs? Toutes les entreprises du département sont concernées. Je pense qu'il n'y a pas un de nos adhérents qui n'a pas une problématique de logement. Mobilité et logement. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, loger nos collaborateurs, loger nos salariés est devenu un impératif absolu parce qu'ils quittent notre département. Ils ne viennent plus, pour certains, depuis un certain temps, mais ceux qui y sont le quittent. Le quittent tout simplement. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher et c'est trop loin. Pour arriver à avoir des loyers à peu près abordables, il faut toujours plus se reculer. Mais quand on se recule plus, on est évidemment loin des centres-villes, loin des centres de vie, de la culture, du sport, des liens sociaux, et on n'a pas la mobilité qui va avec. Donc on va un petit peu plus loin des lieux de travail ou des lieux de vie pour avoir un loyer un petit peu plus abordable, mais qui reste bien trop cher encore, et on ne dispose pas de ce que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, attendent aujourd'hui de la vie qu'ils ont en privé. Il faut donc les aider. Donc ça dépend des élus, puisque c'est la mairie, par exemple, là en l'occurrence de Cagnes-sur-Mer qui signe cet accord. Le MEDEF ou la CPME, vous pouvez faire quoi dans ce cadre-là? Inciter les élus à bouger Inciter les élus à bouger et favoriser aussi les acteurs locaux à trouver des solutions, notamment avec l'usufruit locatif social. L'ULS, entreprise, permettrait, et c'est une idée que l'on a et que l'on porte depuis un certain temps, permettrait d'acquérir, une entreprise pourrait acquérir un bien ou construire un bien, pourquoi pas, l'un ou l'autre, d'en avoir la nue propriété de confier l'usufruit à un acteur du logement social, par exemple, mais tout en ayant la main du collaborateur, de la personne qui utilisera le logement. Ça permet, dans un cadre entrepreneurial, de capitaliser, d'être un acteur complémentaire de l'immobilier. Et puis pour la marque employeur, c'est aussi évidemment un argument pour recruter, pour garder ses salariés. C'est absolument exceptionnel. Ça redynamiserait aussi, pourquoi pas, la branche du BTP, de la construction, parce que ça nécessiterait pour certains programmes de construire plus. Ça permet aussi d'avoir un écosystème regroupant certains collaborateurs qui viendraient d'ailleurs en France ou d'ailleurs dans un autre pays européen et de les fédérer autour d'un lieu dans lequel ils sont plusieurs, ils peuvent discuter, échanger. Il est plus facile de s'intéresser sur un département lorsqu'on a un lien social rapide que quand on est isolé dans un appartement cher
pas toujours super agréable et assez loin du centre-ville. Allez Franck Canata, un petit défi, il nous reste 2 minutes, on a 2 thèmes, 1 minute par thème. Gestion de l'eau, vous l'avez déjà évoqué, à quel point c'est une problématique, c'est-à-dire à quel point vous l'intégrez-vous dans votre stratégie d'entreprise ou dans la stratégie des entreprises du département? Sur les Alpes-Maritimes, on l'a dit tout à l'heure, une industrie qui est, je dirais, pas exceptionnellement importante. Pour autant, on a des acteurs de l'industrie majeurs avec vraiment des savoir-faire très très importants, et notamment à Grasse. S'il n'y a pas d'eau, on ne produit pas à Grasse. On ne fait pas la production des arômes et parfums. Ouais. C'est impossible sans eau. Et sur ce territoire, le manque d'eau est de plus en plus important, on l'a dit tout à l'heure, à proximité du Var. Sans cette eau, l'industrie peut avoir une problématique majeure, pourrait avoir un recul important. Ouais. Autour du tourisme, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, les hôtels, les cafés, les restaurants vont avoir des difficultés majeures. Et toutes les autres activités qui pourraient avoir des restrictions faute d'eau. C'est vraiment un impératif. Évidemment, il y a la vie également. Mais autour de l'économie, c'est vraiment un impératif que de se soucier de ces problématiques, de se soucier aussi des crues que l'on a connues et qui ont été dévastatrices. Se soucier également des déperditions sur les réseaux hydriques. On a des déperditions absolument inadmissibles aujourd'hui. On fait en sorte de réduire notre impact, de réduire nos consommations, mais on a une déperdition qui est majeure. C'est autant de sujets qu'il faut vraiment se soucier, faute de quoi l'économie pourrait en avoir un impact fort dans les années à venir. Et le photovoltaïque, on termine là-dessus, c'est un atout pour les entreprises. Est-ce que, par exemple, il y a, ça y est, c'est passé dans les habitudes de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits des entrepôts? Par exemple, alors revenons à votre métier. Est-ce que vous avez pu le faire un peu partout ou pas encore? Oui, mais pas partout, pas Ouais. encore, en tout cas partout. Ouais. Et c'est effectivement un exemple exceptionnel. Chez nous, à Nice, 300 jours de soleil par an. 300 jours de soleil par an. Alors ça marche partout, c'est vrai. Oui. Mais ça marche mieux quand il y a Mais bien sûr. beaucoup de soleil. 300 jours de soleil par an. Des entrepôts qui parfois n'utilisent pas en autoconsommation la production possible qu'ils ont en toiture. Je prends l'exemple de mon métier, la logistique. Très vite. Au sein d'un entrepôt logistique, on a très peu de consommation. Pourquoi ne pas imaginer produire et consommer de façon mutualisée avec nos voisins, avec nos proches entreprises dans les zones industrielles pour arriver à avoir une maximisation de la production et une consommation mutualisée qui permettrait à ceux qui ont une grosse consommation mais pas beaucoup de toiture d'avoir le profit de ceux qui ont une grosse toiture et peu de consommation. Merci. C'est un des sujets que l'on veut creuser. Merci beaucoup Franck Canata. Bonne REF 2025, je vous reste. Voilà, on est juste à côté du central, hein, donc vous allez pouvoir aller assister aux différents débats et aux interventions de cette journée. Merci. Et puis ensuite, bon retour dans votre département des Alpes-Maritimes. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation. Je reçois depuis les allées de la REF 2025 Philippe Savajol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Isospace et vous venez de racheter le site coloris.com. Alors on est dans les métiers quoi, de l'aménagement de bureaux, c'est ça? Effectivement, c'est les métiers d'Isospace. Essentiellement, c'est de l'aménagement du bureau, de commerce. Les gens intelligents appellent ça du retail et l'hospitality, du workspace, du retail et l'hospitality. Et notre métier, c'est de dessiner ça, de donner le NAM à tous ces lieux, le fabriquer, et le donner à nos clients. Quelques exemples de clients que vous pouvez avoir, et puis ensuite on rentrera dans le détail de coloris.com, pourquoi vous l'avez racheté. Alors quelques clients pas connus, Free, Iliad Free, SNCF, Ipsos, voilà, quelques petits clients qu'on a comme ça. Et donc dans la logique de croissance du groupe, vous rachetez coloris.com, pourquoi? Alors plusieurs raisons. Des raisons. Principale raison, c'est que c'est une entreprise Isospace que moi j'ai rachetée en 2007 et qui était plutôt une entreprise traditionnelle à l'époque, axée sur les métiers du bâtiment. Et donc j'avais envie de donner un nouvel souffle, une nouvelle impulsion à cette entreprise et de la digitaliser. Et quoi de mieux qu'un site e-commerce pour digitaliser l'entreprise. Donc la première raison, c'était ça, c'est de donner un nouveau souffle, apporter un nouveau regard à la manière dont on faisait notre métier pour essayer de nous faire évoluer. D'accord, donc il y a la digitalisation et puis ensuite il y a les enjeux qui nous regroupent dans Smart Impact, les enjeux de transition environnementale, écologique, de bilan carbone ABC. Comment vous avez intégré ça finalement au projet que vous menez?
Alors, en fait, c'est très intéressant comme question parce que ça, c'est natif, si j'ose dire, c'est encapsulé dans Coloris. C'est l'ADN de Coloris d'aller apporter du design incarné et du design RSE. Et donc, ça nous a apporté, ça nous a fait modifier nos cellules, ça nous a fait modifier quelques chromosomes et ça a infusé, si vous me permettez l'expression, ça a infusé ça a contaminé, mais le terme est positivement, voilà. Ça a contaminé le fait qu'il fallait qu'on aille dans cette direction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de réemploi, d'autres matériaux? Alors, le remploi, et à la RSE, ça commence où le coup de crayon, dès le design, on peut faire des designs et des aménagements, on peut les dessiner de manière à ce qu'ils soient vertueux au niveau RSE. Ça passe pas du réemploi, ça passe effectivement par de la revalorisation, ça passe par de la déconstruction, faire une déconstruction maligne. Pas tout casser, c'est de récupérer ce qu'on peut récupérer. Tout ça est intégré. Ça veut dire que par exemple quand un magasin, on va prendre des exemples de magasins puisque ça fait partie de votre activité, vous avez un client qui vous dit on veut refaire le design de nos magasins, vous allez faire en sorte de récupérer une partie des matériaux existants, soit pour les utiliser pour cette marque ou pour d'autres? Comment vous fonctionnez? Alors, en fait ça peut être ça, mais on peut même aller au-delà de ça, c'est-à-dire partir de la coque, ça s'appelle une coque, et regarder, ne serait-ce qu'au niveau de l'aménagement du plan, est-ce qu'on a besoin de 2 bouches de clim ou d'une seule bouche de clim? Est-ce qu'on va passer en ventilation naturelle ou pas? La lumière, comment on traite la lumière, comment on traite le son? Donc déjà être un petit peu économe sur le type de matériaux, la masse des matériaux qu'on va utiliser. Ensuite voir effectivement ce qui peut être conservé, ce qui peut ne pas être, qui peut être revalorisé, prendre des matériaux qui sont eux-mêmes labellisés comme étant éco-produits. Ça va dans toutes ces directions. C'est extrêmement large. Hein, Est-ce que vous réussissez à travailler d'abord, voire exclusivement, avec des matériaux produits en France? Alors, derrière la question, c'est l'empreinte carbone. Alors, il y a quand même un truc qu'on n'ose pas trop dire. C'est que on est là pour ça. Dans les métiers du bâtiment, vous devez une décennale à vos clients. Et avoir une décennale, quelque part, ça veut dire que vous êtes obligé de travailler avec des matériaux qui ont été validés par un organisme tiers. Le CSTB, c'est le plus important en France. Et vous êtes obligé de respecter certaines normes au feu. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau parce qu'ils n'ont pas ce classement. Ils n'ont pas encore tous ce classement. Bon, ceci dit, les industriels avancent énormément dans cette direction. Et on arrive à trouver des matériaux qui sont sourcés en France, peut-être 40-50% de nos appros sont français, le reste c'est plutôt l'Union européenne, mais tout n'est pas encore produit en France, pour répondre parfaitement à votre question. Merci, vous avez parfaitement répondu à mes questions, merci beaucoup Philippe Savajol, bonne rêve 2025 et à bientôt sur Be Smart for Change. Je vous dis à très vite sur l'antenne de notre chaîne destinée aux audacieuses et aux audacieux. Salut. Retrouvez Be Smart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises.